ma fourchette plane à mi-chemin de ma bouche, chargée de gratin de patates douces, alors que les mots de mon père tranchent le bruit sourd du dîner de Thanksgiving. Tu n'es qu'une sangsue. Il est temps que tu quittes cette maison. La patate douce me semble soudainement étrangère, peu appétissante. Autour de moi, la salle à manger tombe dans un silence si complet que je peux entendre le tic-tac de l'horloge antique du salon, la même horloge que j'ai payée pour faire réparer le mois dernier. Je lève les yeux, cherchant quelque chose, n'importe quoi, dans le visage de ma mère, mais Denise fixe intensément son assiette, réarrangeant des haricots verts qu'elle n'a pas touchés. En face de moi, les yeux de ma sœur de 17 ans, Tessa, se sont agrandis, fixés sur son verre d'eau à moitié vide. Ce qui rend cette trahison si vive, c'est le moment. J'ai passé toute la matinée dans la cuisine, à arroser la dinde, à fouetter les pommes de terre et à préparer 3 tartes différentes pendant qu'il regardait le football. Il y a à peine 20 minutes, j'ai annoncé ma promotion au travail. Maintenant, alors que la vapeur s'élève de la nourriture que j'ai préparée, mon père me déclare indésirable. L'ironie ne m'échappe pas. Mon nom figure sur la facture d'électricité qui maintient ses lumières allumées, la facture d'eau qui a rempli les verres sur cette table, le reçu d'épicerie pour chaque bouchée de ce repas, et la déclaration d'assurance qui a couvert le rendez-vous chez le médecin de ma mère la semaine dernière. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je suis le fardeau. Il y a 3 mois, quand maman a perdu son emploi au cabinet comptable, je suis intervenu sans hésiter. Les factures s'empilaient plus vite que les excuses, et le travail à temps partiel de Franck à la quincaillerie couvrait à peine l'hypothèque. J'ai commencé à tout payer, d'autres les services publics, les courses, l'assurance automobile, même les frais médicaux de maman. Chaque mois, à mesure que de plus en plus de comptes étaient transférés à mon nom, papa devenait plus distant, plus plein de ressentiment. Sa signature, autrefois requise pour tout dans ce foyer, devenait de plus en plus hors de propos, son autorité diminuant. Il y a 2 semaines, je l'ai entendu parler à Monsieur Simons, le voisin, sa voix portant à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. Ce n'est pas juste, se plaignait-il en s'appuyant contre la clôture. Un homme qui perd le contrôle de sa propre maison. Elle agit comme si l'endroit lui appartenait maintenant. Je n'ai pas réalisé qu'il parlait de moi jusqu'à ce que je l'entende dire mon nom. Franck me regarde maintenant, la mâchoire serrée, attendant des larmes ou des protestations. Quand je continue simplement à manger, ses jointures blanchissent autour de sa fourchette. La patate douce n'a aucun goût dans ma bouche, mais je mâche méthodiquement, j'avale et je prends une autre bouchée. As-tu entendu ce que j'ai dit? Sa voix s'élève, épaisse d'irritation. Tu dois être parti d'ici la fin de la semaine. Mes mains tremblent légèrement, mais pas de peur de quelque chose de plus profond, quelque chose qui change en moi. Je pose ma fourchette, place ma serviette à côté de mon assiette et rencontre son regard. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Ces 3 mots flottent dans l'air, ni larmoyants ni coléreux, mais calmes, presque réfléchis. Franck cligne des yeux, clairement décontenancé par mon calme. Le silence s'étire jusqu'à ce que maman parle enfin, mais pas pour me défendre. Blair, dit-elle, la voix basse et pressée. Tu paieras toujours l'assurance maladie ce mois-ci, n'est-ce pas? J'ai ce rendez-vous mardi. Et voilà. L'image complète apparaît dans une mise au point parfaite et douloureuse. Pas une famille, juste une ressource financière. Pas une fille, juste une signature au bas des chèques. Je me lève et je ramasse mon assiette, ainsi que le verre vide de Tessa. Bien sûr, maman, je réponds, ma voix stable malgré le sentiment de vide qui se répand dans ma poitrine. Je m'en occuperai avant de partir. Alors que je me dirige vers la cuisine, mon esprit catalogue tout ce qui, dans cette maison, porte mon nom, le service internet que j'ai mis à niveau quand Tessa en avait besoin pour l'école, le réfrigérateur que j'ai remplacé quand l'ancien est tombé en panne en juillet, les comptes de services publics qui m'ont été transférés lorsque les avertissements de déconnexion sont arrivés. Je rince mon assiette à l'évier, raclant méthodiquement les restes de nourriture dans le broyeur à ordures. Par la fenêtre de la cuisine, je peux voir ma voiture dans l'allée, la seule chose que je possède en propre qui ne soit pas liée à cette maison. Au moins, j'aurai ça en partant. Derrière moi, j'entends la chaise de Tessa racler contre le sol alors qu'elle apporte son assiette à la cuisine. Quand elle la pose à côté de l'évier, elle ne croise pas mon regard, mais ses doigts effleurent mon poignet un très bref instant. C'est ce qui se rapproche le plus d'un soutien que j'ai ressenti depuis des mois. L'horloge numérique sur ma table de chevet clignote à 1h18 du matin alors que je plie un autre pull dans ma valise.
Le sommeil semble impossible avec le poids des mots de Franck qui résonnent encore dans mes oreilles. Je fais mes bagages méthodiquement depuis des heures, mes mouvements automatiques pendant que mon esprit s'emballe. J'attrape la pile de documents financiers que je garde dans le tiroir de mon bureau, relevés d'assurance, factures de services publics, reçus d'épicerie, en prévoyant de trier ce que je dois emporter. Mais en dessous, je repère un relevé bancaire au nom de Franck. Étrange. Je n'ai pas vu de relevé papier depuis des mois, tout est passé à l'électronique après que maman a perdu son emploi. Je le sors, puis un autre, et un autre. Une petite pile de relevés couvrant les 3 derniers mois, tous pour un compte que je n'ai jamais vu auparavant. Un compte dont le solde augmente chaque mois alors que je vide mes économies pour maintenir les lumières allumées. Mes mains tremblent alors que je m'assois sur le bord de mon lit. Les relevés se brouillent devant mes yeux jusqu'à ce que je cligne des yeux avec force, me forçant à me concentrer sur les chiffres. 4 000 $ en juillet. 5 000 $ en août. Près de 7 000 $ maintenant. En feuilletant le reste des documents, je trouve une brochure d'un concessionnaire de bateaux avec les notes manuscrites de Franck dans les marges. Acompte, 5 500 $, entouré d'encre bleue. Planifier la livraison après Thanksgiving, souligné 2 fois. Un bateau de pêche. Pendant que je payais les visites chez le médecin de maman et l'internet dont Tessa a besoin pour l'école. Il y a plus. Un bloc-notes avec des dates notées, date d'échéance des factures de services publics de novembre, mon nom avec des points d'interrogation. Après paiement des factures, écrit et souligné. Il préparait cela depuis des semaines, attendant que je couvre les dépenses de novembre avant de me mettre à la porte. Un léger coup à la porte interrompt mes pensées. La porte s'ouvre juste assez pour que Tessa se faufile, les yeux écarquillés en voyant les boîtes emballées et les valises ouvertes. « Tu pars vraiment ?» demande-t-elle, hésitant près de la porte comme si elle se préparait à une fuite rapide. Je suis assise, entourée des preuves physiques de la trahison de ma famille, tandis que Tessa se tient avec une main toujours sur la poignée de porte. Le déséquilibre de pouvoir ne m'échappe pas, sa liberté de partir, mon départ forcé. Papa ne m'a pas vraiment donné le choix, je réponds en glissant les relevés bancaires dans mon sac à main. Tessa se mord la lèvre inférieure. Maman a dit qu'ils avaient besoin de ta chambre pour le rangement maintenant que papa achète ce bateau. La confirmation désinvolte me frappe comme un coup physique. Un bateau ? Le bateau de pêche sur lequel il a versé un acompte le mois dernier ? La voix de Tessa tombe presque à un murmure. Je les ai entendus planifier tout ça il y a des semaines. Comment ils attendraient que tu paies les factures de novembre ? Tu savais ? La trahison s'étend, développant des vrilles qui atteignent même Tessa. Ses yeux se remplissent de larmes. J'avais peur de te le dire. Papa a dit que quiconque t'avertirait serait le prochain. Je veux être en colère contre elle, mais la peur sur son visage est trop réelle. C'est encore une enfant qui navigue dans le même foyer manipulateur que je fuis. Il y a plus, continue-t-elle en jetant un regard nerveux vers le couloir. Ces rendez-vous médicaux que maman a eus. Ceux que tu as payés avec ton assurance ? Qu'y a-t-il à leur sujet ? La semaine dernière, elle est rentrée à la maison avec les lèvres toutes gonflées. Elle a dit à papa que le médecin lui avait dit de ne pas boire à la paille pendant 2 jours. Tessa imite le roulement d'yeux caractéristique de notre mère. Ce n'était pas un contrôle, Blair. C'était des injections. La pièce semble légèrement basculer. Je mange des nouilles ramen 3 fois par semaine pour joindre les 2 bouts pendant que ma mère se fait faire des soins esthétiques avec mon assurance. Je sors mon application bancaire, montrant à Tessa le solde de mon compte, 763,42 $. Il y a 3 mois, j'avais plus de 9 000 $ d'économie. C'est ce qu'il me reste après avoir tout couvert ici, lui dis-je. Si j'étais resté 1 mois de plus, il ne me resterait plus rien. La gravité de ma situation se cristallise alors que je le dis à voix haute. J'ai été au bord de la ruine financière, investissant tout dans une famille qui ne me voit que comme un distributeur automatique de billets. Papa a dit que si tu essayais de prendre des meubles, il te dénoncerait pour vol, dit Tessa. Même les choses que tu as achetées. Bien sûr qu'il l'a fait. Je jette un coup d'œil au bureau que j'ai acheté lorsque j'ai commencé à travailler à domicile pendant la pandémie, à la bibliothèque que j'ai assemblée moi-même, à la literie que j'ai achetée avec mon premier salaire. Il a aussi appelé la banque aujourd'hui pour faire retirer ton nom des comptes de service public. La pression du temps me frappe. Je dois trouver un logement, protéger ce qu'il me reste de mes finances et me démêler des comptes familiaux avant qu'ils ne puissent causer plus de dégâts. Je cherche sous mon lit et je sors une boîte à chaussures.
À l'intérieur se trouvent des reçus pour tout ce que j'ai acheté pour la maison, organisés, datés, avec mes relevés de carte de crédit joints. Le bureau, le nouveau réfrigérateur, l'ordinateur portable de Tessa, le tapis du salon, même les factures de service public avec mon nom clairement indiqué comme titulaire du compte. Une petite victoire dans cette mer de trahison. La preuve que je ne suis pas folle, que j'ai soutenu ce foyer pendant qu'il complotait dans mon dos. Tessa me regarde trier les reçus, son expression illisible. Blair, demande-t-elle finalement. Oui. Que ferais-tu à ma place? Si tu devais choisir entre défendre ce qui est juste et maintenir la paix dans la seule maison que tu as. Alors que je triais ces reçus au milieu de la nuit, j'étais confronté à un choix difficile. Devais-je les confronter avec les preuves de leur manipulation, ou simplement partir et les laisser découvrir les conséquences par eux-mêmes? Me défendre pourrait m'apporter une conclusion, mais une sortie silencieuse éviterait une confrontation douloureuse. Que feriez-vous lorsque les personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement ont prouvé qu'elles n'apprécient que ce que vous leur apportez? Je regarde ma sœur, prise dans le même environnement toxique que je fuis, et je réalise que je n'ai pas de réponse facile, ni pour elle ni pour moi. 3 jours plus tard, alors que je suis en pause déjeuner à mon travail à temps partiel, la voix de ma tante Phyllis crépite au téléphone, chaque mot atterrissant comme une gifle. Honnêtement, Blair? Je n'aurais jamais pensé que tu abandonnerais tes parents au moment où ils avaient le plus besoin de toi. Je serre plus fort le téléphone, regardant mes jointures blanchir. 3 jours depuis Thanksgiving, et Frank a déjà construit sa version des faits pour que la famille la consomme. Est-ce que papa a mentionné qu'il m'a mise à la porte? Je demande, en gardant une voix égale. Il a dit que tu les avais laissés en plan après une petite dispute, dit-elle, son ton lourd de jugement. Ils organisent une réunion de famille chez moi ce week-end pour discuter de ton comportement. Bien sûr qu'ils le font. Un forum public où ils contrôlent le récit. Je suis sûr qu'ils le font, dis-je, et je termine l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Après le travail, je suis rentré chez mon ami. Je m'affale sur le bord du canapé lit de Drew, maintenant mon lit temporaire. Toute ma vie est contenue dans 4 boîtes emballées à la hâte et 2 valises empilées contre le mur. Tout ce que je n'ai pas pu faire entrer à temps dans ma voiture en bas, 25 ans réduit à ce que j'ai pu attraper en 2 heures frénétiques pendant que mes parents étaient à l'église le dimanche. Mon téléphone vibre à nouveau, un autre texto d'un cousin qui a entendu dire que j'avais brisé le cœur de maman. Je ne l'ouvre pas. Les notifications constantes ont créé une nouvelle anxiété. Chaque alerte fait battre mon cœur, me demandant quel parent attaquera ensuite. Quand Drew rentre de son service à l'hôpital, elle me trouve assise en tailleur par terre, entourée de papiers. L'opération liberté financière se passe bien, demande-t-elle en déposant son sac près de la porte. Presque fini. Je tapote mon stylo contre un cahier rempli de numéros de compte. J'ai annulé les paiements automatiques pour leur service public, je me suis retiré de leur forfait de téléphonie mobile et j'ai appelé pour faire retirer mon nom de leur service internet. Ce que je ne dis pas, c'est comment le représentant du service client a ri quand j'ai expliqué que, oui, je me retirais volontairement de la responsabilité financière des factures de mes parents. Bien, dit Drew en s'asseyant à côté de moi. Tes parents peuvent se débrouiller avec leur propre bazar. Le poids de tout recommencer me pèse sur la poitrine. Mon compte d'épargne affiche un solde qui ferait grimacer la plupart des conseillers financiers. 3 mois à couvrir les dépenses de ma famille m'ont laissé avec à peine assez pour un dépôt de garantie pour mon propre logement, sans parler du premier et du dernier mois de loyer. Tu es sûr que ça ne dérange pas ton colocataire que je squatte ici? Je demande. Max? Il est ravi d'avoir. La porte d'entrée s'ouvre brusquement, et Max entre en trombe avec son énorme Golden Retriever bondissant devant lui. Blair. Annonce Max. Il faut que tu rencontres le pire thérapeute du monde, mais il travaille pour des friandises. Il lance une balle de tennis à travers l'appartement, et Baxter se lance à sa poursuite, tout en pattes agitées et en queue remuante. Le chien revient, laissant tomber la balle baveuse sur mes genoux avec des yeux pleins d'attente. Il pense que tu en as plus besoin que lui, dit Max, son expression sérieuse malgré le ridicule du moment. Parfois, la meilleure thérapie a 4 pattes et une haleine terrible. Quand Baxter me pousse la main avec son nez humide, je me surprends à rire pour la première fois depuis des jours. Le son me surprend, presque étranger à mes oreilles. 5 jours après ma fuite, je suis assise à la table de la cuisine de Drew, l'ordinateur portable ouvert sur des offres d'emploi qui pourraient offrir un meilleur salaire. Mon poste actuel couvre mes besoins de base, mais pas le genre de fonds d'urgence dont j'aurais besoin pour vraiment me reconstruire.
Mon téléphone s'allume avec le nom de ma mère. J'envisage de le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose me dit de répondre. Que as-tu fait? La voix de Denise est vive et paniquée. L'électricité est coupée, Internet est en panne et mon assurance a été refusée à mon rendez-vous. Je prends une lente inspiration, me sentant étrangement calme. J'ai cessé de payer pour des choses qui n'étaient pas de ma responsabilité. Mais tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous sommes ta famille. Le désespoir dans sa voix m'aurait peut-être ému autrefois, mais maintenant j'entends la manipulation en dessous. Une famille n'appelle pas un membre de sa famille une sangsue au dîner de Thanksgiving, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Ton père ne le pensait pas. Son ton passe à quelque chose de plus doux, de conciliant. Tu sais comment il est. Je le sais. C'est ça le problème. Je termine l'appel et je pose soigneusement mon téléphone, comme s'il pouvait me brûler. Plus tard dans la soirée, Drew se penche par-dessus mon épaule alors que je crée de nouveaux mots de passe pour mes comptes de messagerie et bancaire. J'ai remarqué des tentatives de connexion suspectes sur vos comptes, dit-elle en montrant les alertes de sécurité. Nous devrions mettre en place des alertes à la fraude juste par sécurité. Le contraste ne m'échappe pas. Drew demande avant d'emprunter mon câble de chargement, alors que ma famille se sentait en droit de tout ce que je possédais. Même maintenant, Drew se tient à une distance respectueuse, attendant ma réponse au lieu de saisir l'ordinateur portable pour le faire elle-même. Bonne idée, dis-je. Merci. Cette nuit-là, je me retrouve à faire défiler des annonces d'appartements dans mon budget. De petits studios, pour la plupart, mais ils représentent quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu, un espace qui est complètement à moi, où personne ne peut me dire que je n'ai pas ma place. Je ne demande l'avis de personne sur les quartiers, ni ne m'inquiète de savoir si les cuisines sont assez grandes pour les réunions de famille. Les décisions sont à moi seul. Le lendemain matin, je me rends à une coopérative de crédit local et j'ouvre un nouveau compte à mon seul nom. Je transfère chaque centime de mon ancien compte, celui que mes parents connaissent. Mon téléphone sonne avec un texto de Tessa, « Maman cherche tes informations bancaires. » Elle dit qu'elle doit vérifier quelque chose. Ne lui fais pas confiance. J'ai à peine fini de lire que mon téléphone explose de notifications, 6 appels manqués de la maison au cours de la dernière heure. Simultanément, un courriel apparaît, alerte à la fraude, tentative de réinitialisation du mot de passe sur votre application bancaire. Je fixe l'écran, la colère montant comme une marée. Ils n'essaient pas seulement de me culpabiliser pour que je revienne. Ils essaient de prendre le peu qu'il me reste. Un jour plus tard, la voix du représentant de la banque porte une note d'inquiétude qui me semble étrangement valorisante. Mademoiselle Mitchell, nous avons bloqué 3 tentatives de réinitialisation de mots de passe distinctes depuis l'adresse de vos parents au cours des dernières 24 heures. Je serre plus fort mon téléphone, faisant les 100 pas dans les limites étroites de la chambre d'amis de Drew qui est devenue mon sanctuaire temporaire. Et vous êtes certain qu'ils ne peuvent accéder à rien. Positif. Nous avons signalé votre compte pour des mesures de sécurité renforcées. Tout changement nécessitera une vérification en personne avec une pièce d'identité avec photo. Ma poitrine se desserre légèrement alors que je la remercie et que je termine l'appel, ajoutant son nom à mon carnet de documentation croissant. Des appels méthodiques ont donné des résultats similaires, des cartes de crédit sécurisées, des services publics officiellement retirés de mon nom et des comptes d'assurance médicale protégés par des étapes de vérification supplémentaires. Le représentant de la compagnie d'électricité avait semblé presque impressionné. C'est une bonne initiative de nous contacter. Votre mère a appelé hier pour essayer de rétablir le service à votre nom sans autorisation. Chaque confirmation agit comme une brique dans le mur que je construis entre ma vie d'avant et ce qui va suivre. Non pas un mur de colère, bien que cela couvre sous la surface, mais de protection, solide, nécessaire et entièrement de ma propre conception. Drew apparaît dans l'embrasure de la porte avec une tasse fumante. Thé au miel. Je pensais que tu en aurais besoin après tous ces appels. Je l'accepte avec reconnaissance, enroulant mes mains autour de la chaleur. Le dernier est fait. Personne ne peut accéder ou changer quoi que ce soit sans mon approbation directe maintenant. Drew hoche la tête avec approbation. Comment te sens-tu? Avant que je puisse répondre, un martèlement sourd fait trembler la porte de l'appartement. Le thé déborde sur mes doigts alors que Drew et moi échangeons des regards surpris. Blair. La voix de mon père retentit à travers le bois. Ouvre cette porte tout de suite. Drew me fait signe de rester immobile, mais je suis déjà en mouvement.
Cette confrontation était inévitable depuis le moment où je suis parti. Le martèlement s'intensifie à mon approche, chaque impact comme un coup physique. À travers le Judas, je vois le visage de mon père, rouge et déformé par une rage que j'ai vu diriger contre les agents de recouvrement, les télévendeurs, et maintenant moi. Je sais que tu es là. Une autre série de coups fait trembler le cadre de la porte. Tu crois que tu peux juste abandonner ta famille et détruire nos vies. Une porte s'ouvre de l'autre côté du couloir, et Madame Perkins, une retraitée qui a préparé des biscuits pour Drew lors de son emménagement, jette un coup d'œil prudent. Ses yeux s'écarquillent à la vue de Frank qui martèle et crie. « Jeune homme » appelle-t-elle, sa voix chevrotante mais déterminée. « J'ai déjà appelé la sécurité de l'immeuble. » Frank se retourne brusquement vers elle. « Occupez-vous de vos affaires, madame. C'est entre moi et ma fille. Votre comportement est mon affaire quand il trouble la paix, » rétorque-t-elle en resserrant sa robe de chambre autour d'elle. Frank se retourne vers la porte, sa voix baissant à quelque chose de plus dangereux. « Blair, si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, je vais. » La menace se transforme en action alors qu'il recule et donne un coup de pied dans la porte assez fort pour faire éclater le bois autour de la serrure. Madame Perkins halète et se retire dans son appartement. Mes mains tremblent alors que je compose le 911, parlant doucement à l'opérateur tandis que Frank poursuit son assaut sur la porte. À travers le bois endommagé, j'entends le ding de l'ascenseur, suivi de pas lourds. « Monsieur, éloignez-vous de la porte immédiatement. » La voix autoritaire du gardien de sécurité de l'immeuble coupe les cris de Frank. « C'est chez ma fille. J'ai tous les droits. Vous n'avez aucun droit d'endommager la propriété ou de déranger les résidents. » La police a été appelée. La réponse de Frank se perd dans le bruit des sirènes qui approchent à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, je regarde par le Judas deux officiers escorter mon père dans le couloir, les poignets menottés dans le dos, tandis qu'il continue de crier que c'est moi qui détruis notre famille. Quand le policier revient pour prendre ma déposition, je la fournis calmement, décrivant la manipulation financière, les tentatives d'accès non autorisées et l'explosion d'aujourd'hui avec la même précision détachée que j'ai utilisée dans mon carnet de documentation. L'officier, Rodriguez d'après sa plaque nominative, hoche la tête pensivement en prenant des notes. Souhaitez-vous porter plainte pour la tentative d'effraction? La question reste en suspens alors que Drew revient de parler à la direction de l'immeuble au sujet de la porte endommagée. Oui, dis-je, les mots petits mais fermes. Et j'aimerais demander une ordonnance de ne pas faire. Plus tard, alors que je regarde la voiture de police s'éloigner avec mon père à l'arrière, je me demande, est-ce que porter plainte était une réponse trop dure à des années de manipulation? Ou était-ce l'étape nécessaire pour me protéger de tout préjudice futur? Drew me serre doucement l'épaule. Max ramène des caméras de sécurité pour l'entrée. On les installera ce soir. Je hoche la tête, reconnaissante pour le soutien pratique qui ne demande rien en retour. Mon téléphone vibre avec un texto de Tessa, « Maman a pris ton ordinateur portable et ton appareil photo dans ta chambre. Elle a dit que c'était une garantie pour ce que tu leur dois. » Le message me tombe sur l'estomac comme une pierre. Encore un vol à ajouter au vol émotionnel qu'ils ont commis pendant des années. Je tape une réponse rapide. Sais-tu où elle les a emmenés? La réponse de Tessa arrive presque instantanément. Je l'ai entendue au téléphone avec Park Weapon. Elle a dit qu'elle en a eu $300 pour les deux. Je montre le message à Drew, la colère montant, fraîche et chaude dans ma gorge. Il valait plus de $2000. As-tu les reçus? Les numéros de série? J'acquiesce, pensant à la documentation méticuleuse que j'ai conservée à des fins fiscales. Tout. 1 heure plus tard, l'officier Williams prend mon rapport de vol avec le sérieux approprié, examinant mes reçus d'achat et notant les numéros de série. Vendre les biens de quelqu'un d'autre est une infraction pénale, explique-t-elle, son ton professionnel mais gentil. Nous contacterons le magasin et récupérons vos articles. Le système qui me semblait si souvent défavorable travaille maintenant en ma faveur, un étrange renversement qui me laisse la tête légère de possibilités. Ce soir-là, mon téléphone commence à s'allumer d'appels de parents à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Le message de tante Sarah est le premier que j'écoute. Blair? Ma chérie? J'ai entendu parler de l'arrestation de Frank. Je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée que les choses allaient si mal. Les voisins qui ont été témoins de l'explosion de Frank ont apparemment partagé leurs observations, modifiant le récit public que mes parents ont essayé de contrôler. L'histoire se répand,
des fissures se forment dans la façade que mes parents ont construite. Alors que j'aide Max à monter la caméra de sécurité au-dessus de la porte de Drew, un autre texto de ma mère arrive. Le droit désinvolte de ces paroles me crispe la mâchoire. J'ai dû mettre en gage ton appareil photo et ton ordinateur portable pour couvrir la facture d'électricité que tu nous as laissée. Park Weapon sur la 4e rue. Tu me dois $300 plus les intérêts. Je passe le téléphone à Drew, qui le lit et secoue la tête avec incrédulité. L'illusion est presque impressionnante, marmonne-t-elle en le lui rendant. Je sauvegarde le message comme preuve, ma colère non pas face à son audace mais face à la durée pendant laquelle je me suis laissé croire que je méritais un tel traitement. La révélation se transforme en détermination alors que je finis de sécuriser la caméra qui capturera toute tentative future d'envahir les nouvelles limites que j'ai construites. Cette fois, c'est moi qui surveille. Mon téléphone vibre contre la table basse, le nom de ma mère clignotant à l'écran. J'attendais cet appel. 3 jours que j'ai déposé une plainte pour le vol de mon ordinateur portable et de mon appareil photo, et enfin, ils sont prêts à négocier. Blair ? La voix de maman tremble légèrement. J'ai réfléchi à tout, et je veux proposer un compromis. Je ne dis rien, laissant le silence s'étirer entre nous. En arrière-plan, j'entends la télévision jouer le même jeu télévisé qui remplissait autrefois notre salon chaque jour de la semaine à 7 heures. Si tu retires cette ridicule plainte pour vol, tu peux rentrer à la maison. Elle fait une pause, s'éclaircit la gorge. Nous te laisserons continuer à vivre ici, bien sûr. Ta chambre est toujours exactement comme tu l'as laissée. La qualité répétée de ces paroles est indubitable. J'imagine papa planant à proximité, hochant la tête en signe d'approbation de sa performance. Et Blair, continue-t-elle quand je ne réponds pas, je pense que nous devrions discuter de ton état d'esprit ces derniers temps. Frank et moi sommes inquiets que tu puisses faire une sorte de dépression. C'est quelque chose que nos amis et notre famille comprendraient mieux que. Eh bien, que ce que tu prétends qu'il s'est passé. La menace atterrit avec une clarté parfaite, retire les accusations ou sois étiqueté d'instable. Je prends une lente inspiration. J'ai des copies de toutes les factures que j'ai payées au cours des 6 derniers mois, dis-je, ma voix stable. J'ai des relevés bancaires montrant des virements sur votre compte. J'ai des SMS me demandant de payer pour vos interventions esthétiques que vous avez prétendu être des nécessités médicales. Je fais une pause. Voulez-vous que je présente tout cela comme preuve? Le silence à l'autre bout me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Le lendemain matin, l'officier Williams suit ma voiture jusqu'à la maison de mes parents. Sa voiture de police garée dans l'allée envoie un message clair aux voisins qui ont été nourris des mensonges de mon père. En nous dirigeant vers la porte d'entrée, je remarque des rideaux qui bougent aux fenêtres de l'autre côté de la rue. Maman ouvre la porte, son sourire vacillant quand elle voit l'officier. Madame Mitchell, dit l'officier Williams, je suis ici pour accompagner Blair pendant qu'elle récupère le reste de ses affaires. À l'intérieur, la maison me semble plus petite que dans mon souvenir. Maman plane à proximité alors que je me dirige directement vers ma chambre, l'officier Williams me suivant de près. J'ai préparé des copies de toutes mes contributions financières, dis-je à l'officier, en lui tendant un dossier que j'ai compilé. Services publics, courses, factures médicales, le nouveau réfrigérateur que j'ai acheté en juillet, le tout avec des reçus. L'officier Williams feuillette les pages, ses sourcils se levant. Vous avez payé pour tout ça en vivant ici? Oui. Depuis 6 mois, depuis que ma mère a perdu son emploi. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Ces meubles appartiennent à la famille, Blair. Tu ne peux pas tout prendre. Je sors une pile de reçus de mon sac et je les brandis. J'ai des reçus pour tout ce que je prends. Voulez-vous les voir? L'officier Williams étudie le visage de ma mère, puis jette un coup d'œil au dossier financier. La surprise dans ses yeux est indubitable. Madame Mitchell, ces documents montrent que votre fille a soutenu ce ménage presque entièrement seule. La bouche de maman s'ouvre, puis se referme. Elle se retire dans le couloir sans un autre mot. Je travaille méthodiquement, emballant des livres, des vêtements et les articles restants qui sont incontestablement à moi. Par la fenêtre de ma chambre, je peux voir les voisins qui regardent depuis leur porche, faisant semblant d'arroser les plantes ou de vérifier le courrier. Qu'ils voient. Qu'ils sachent la vérité. Quand la dernière boîte est chargée dans ma voiture, je me tourne pour verrouiller la porte d'entrée une dernière fois. Le bruit d'un moteur attire mon attention sur la rue. Ma voiture,
mon autre voiture que j'avais laissée garée à l'appartement de Drew, entre dans l'allée, mon père au volant. Mon estomac se noue. La clé de rechange. J'avais oublié la clé de rechange que je leur avais donnée en cas d'urgence. Papa sort, faisant teinter mes clés dans sa main. Son expression est triomphante alors qu'il se dirige vers moi. Nous devons discuter de ce que tu nous dois avant de prendre ça aussi, dit-il en désignant le véhicule dans lequel je m'apprête à partir. Je pose la boîte que je tiens et je fouille dans mon sac à main, en sortant un dossier de documents que je transporte précisément pour ce moment. C'est le titre de propriété de cette voiture, dis-je en brandissant le papier, et c'est l'immatriculation, toutes deux à mon nom. L'officier Williams s'avance. Monsieur, ce véhicule est immatriculé au nom de Blair. Vous devez lui remettre les clés immédiatement. La couleur quitte le visage de papa alors qu'il regarde des documents à l'officier. Sa main se resserre sur les clés. J'ai payé ses études, son appareil dentaire, 18 ans de. Les clés, monsieur Mitchell. L'officier Williams tend la main. Lentement, les doigts de papa se détendent. Les clés tombent dans la paume de l'officier avec un léger tintement. Alors qu'elle me les passe, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, l'effondrement complet de mon père. L'homme qui a dominé notre famille pendant des décennies semble soudain petit, diminué. Approchez-vous de moi ou de ma propriété à nouveau, dis-je, ma voix claire et calme, et je demanderai une ordonnance de ne pas faire. Je monte dans ma voiture, j'ajuste le rétroviseur et je tourne la clé. En quittant le trottoir, je vois les voisins qui regardent toujours, témoins de l'acte final de notre drame familial. Madame Henderson, la voisine, ne fait même plus semblant de vérifier sa boîte aux lettres. Elle se tient sur sa pelouse, téléphone à la main, sans doute déjà en train de répandre la nouvelle. Dans mon rétroviseur, Tessa apparaît à la porte. Elle est prise entre deux mondes, un pied dans la maison où nos parents restent, une main levée dans un salut timide vers moi. Son visage reflète à la fois le chagrin et autre chose de l'admiration, peut-être, pour la force qu'elle n'a pas encore trouvée pour elle-même. Je suis à 3 pâtés de maison lorsque mon téléphone vibre avec un texto. Tessa, il me blâme maintenant. Que dois-je faire? Le feu devant moi passe au rouge. J'appuie sur le frein et je fixe l'écran, regardant ces 3 points apparaître alors qu'elle tape autre chose, puis disparaître. Ma sœur, la seule partie innocente dans tout cela, se trouve maintenant là où je me trouvais autrefois, portant le poids de la manipulation de nos parents. Le feu passe au vert, mais je reste immobile, les voitures klaxonnant derrière moi alors que je réfléchis à la suite. La lumière du soleil filtre à travers des rideaux vaporeux que j'ai choisis moi-même, peignant des motifs chaleureux sur les parquets de mon appartement. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté la maison de mes parents avec la carte de visite de l'officier Williams glissée dans mon portefeuille. La différence entre hier et aujourd'hui me surprend encore parfois. Je passe mes doigts sur le bord de mon bureau, où des factures soigneusement organisées s'étalent comme un jeu de cartes, électricité, eau, Internet, assurance locataire, tout à mon nom, tout confortablement dans mon budget. L'urgence financière de personne d'autre ne se cache entre les enveloppes. Mon relevé bancaire est ouvert à côté d'elle, les chiffres augmentant modestement mais régulièrement chaque mois. Le fonds d'urgence que j'avais épuisé pour soutenir ma famille se reconstitue lentement. 6 mois de sécurité, c'est mon objectif. J'en ai déjà atteint 2. La satisfaction tranquille de prendre des décisions sans les défendre ressemble à un luxe auquel je m'habitue encore. Le week-end dernier, j'ai peint un mur d'accent en bleu sarcelle profond sans demander la permission de personne ni entendre comment je regretterais ce choix de couleur. La liberté de faire même de petits choix semble énorme. 1 an plus tard, mon appartement bourdonne du doux murmure de la conversation et des rires. Je glisse une dinde dorée sur ma table à manger, plus petite que celle de l'année dernière mais cuite à la perfection. L'ironie d'organiser Thanksgiving ne m'échappe pas. Puis-je aider à quelque chose, demande Tessa, hésitant près du comptoir de la cuisine. Ma sœur a l'air différente maintenant, plus grande d'une certaine manière, bien qu'elle n'ait pas grandi d'1 pouce. C'est peut-être la confiance qu'elle développe loin de l'ombre de nos parents. Ta compagnie est une contribution suffisante, lui dis-je, les mots coulant naturellement. Quelle différence avec le décompte des dépenses que je gardais autrefois dans ma tête, mesurant ma valeur par ce que je fournissais. Je me déplace dans mon espace avec une aisance qui aurait semblé impossible en novembre dernier. La vaisselle n'est pas parfaitement assortie, la table est d'occasion, mais tout ici est authentiquement à moi, choisi avec soin plutôt qu'acquis par obligation. Drew lève son verre alors que nous nous installons autour de la table. À la famille trouvée et aux limites qui valent la peine d'être gardées.
Max et Tessa lèvent leur verre en réponse. Ma sœur s'est épanouie depuis son emménagement dans sa résidence universitaire il y a 3 mois. Je l'ai aidé à remplir les formulaires d'aide financière et les demandes de logement, les connaissances de mon propre parcours devenant des tremplins pour le sien. Plus tard, alors que Tessa et moi trions les demandes de bourse sur mon comptoir de cuisine, elle mentionne la dernière nouvelle familiale. Ils ont perdu la maison le mois dernier, dit-elle doucement. Papa blâme toujours la banque, l'économie, tout le monde sauf lui-même. Il reste chez l'oncle Rick, mais il laisse déjà entendre qu'ils devraient trouver leur propre logement. J'acquiesce, jetant un coup d'œil à la pile de lettres non ouvertes sur ma bibliothèque. 5 enveloppes, toutes de mes parents, toutes non lues. Établir des limites ne signifie pas que je ne me demande pas parfois ce qu'elles disent. Ils te blâment toujours pour tout, continue Tessa, son stylo tapotant contre le formulaire de bourse. Mais honnêtement, ils ne font que faire face à ce qui serait arrivé de toute façon. Ton argent ne faisait que retarder l'inévitable. Je l'aide à surligner une section clé de la demande d'aide au logement, en pensant aux choix et aux conséquences. En aidant Tessa à construire sa vie indépendante, je me demandais parfois si je devais répondre aux tentatives de mes parents de renouer le contact. Est-ce que maintenir une séparation complète est le choix le plus sain lorsqu'une famille vous a si profondément trahi, ou y a-t-il une valeur à autoriser un contact limité selon vos propres termes? Que feriez-vous lorsque ceux qui auraient dû vous protéger veulent revenir dans votre vie après que vous ayez enfin trouvé la paix sans eux?